Les modes opératoires. On appelle mode opératoire la représentation graphique d'une procédure de réalisation d'un ouvrage. Établir un mode opératoire revient donc à transposer sur le papier le travail des ouvriers, en tout cas tel qu'il doit être fait pour respecter leur propre sécurité et celle des autres, très important, la sécurité avant tout, les règles de l'art définies par les plans et les DTU, les cadences de travail imposées par le planning, l'environnement. C'est une mission confiée au conducteur de travaux, au chef de chantier ou au chef d'équipe, suivant la taille de l'entreprise. Voilà, donc par exemple, un mode opératoire, ça sera la façon dont on va organiser la mise en place d'une poutre précontrainte, par exemple. Donc il va falloir prévoir un certain nombre de personnel, un certain nombre de matériel, et puis un certain temps, une certaine durée. Donc tout ça, on va le mettre par écrit dans un mode opératoire. Donc c'est une réflexion complète. Anticiper l'ensemble des situations à risque impose d'avoir une parfaite connaissance des procédures de réalisation des ouvrages. Il est donc fortement recommandé que le PPSPS soit établi par l'encadrement de chantier lui-même et non pas délégué. Très important. Donc le PPSPS, si vous le rédigez, parlez-en, enfin discutez-en avec le chef d'équipe ou le chef de chantier pour être sûr de ne pas mettre de bêtises. Il faut bien regarder l'ensemble des phases intermédiaires, telles que la mise en place du matériel secondaire, indirectement lié à la réalisation de l'ouvrage. Par exemple, la passerelle pignon pour réaliser un voile de façade. Le cheminement des ouvriers à tout moment, par exemple, comment l'ouvrier va-t-il ferrailler ce voile? Où est l'échafaudage? Comment l'amène-t-on sur la passerelle, l'ouvrier? Le repli du matériel après réalisation, par exemple, comment l'ouvrier retourne-t-il sur la passerelle pour décoffrer le voile? Un mode opératoire doit donc être systématiquement validé par le chef de chantier et si possible par les chefs d'équipe. La réflexion induite par la conception d'un mode opératoire est très précise et fait souvent l'objet d'un long travail. Afin d'assurer la pérennité du savoir et la transmission des connaissances au sein de l'entreprise, de votre entreprise, il est important que les modes opératoires soient conservés et triés. Ça évite de faire le boulot deux fois. Ils seront d'une grande utilité si dans le futur, l'entreprise doit réaliser des ouvrages selon une procédure complexe employée plusieurs années plus tôt et feront gagner un temps précieux, un temps de dessin entre autres. Le maîtrise opérationnel, c'est le maîtrise des ouvrages individuels tels qu'ils vont être réalisés. Et en cela, il nécessite de prendre un certain nombre d'hypothèses qui seront ensuite éventuellement remises en cause. Pour cette raison, ce maîtrise doit être réalisé par niveau, par zone définie arbitrairement, en référence à des plans coloriés au fur et à mesure, détaillés et précis, mais pas trop. La saturation de grue ou charge de grue n'a aucun rapport avec les capacités de levage, c'est autre chose. Il s'agit ici d'appréhender l'occupation de la grue. Par charge de grue, il faut donc entendre charge de travail de la grue. Et par saturation de grue, charge de travail permettant de saturer la grue. Intérêt de la charge de grue. Lors du chiffrage de l'opération, le technicien émet des hypothèses, nombre de grues, amplitude journalière de travail des ouvriers, amplitude journalière de travail des grutiers, amplitude journalière de travail de l'encadrement. Ces données ont toutes un lourd impact financier sur les frais de chantier, c'est clair, ça coûte très cher. Comment alors fiabiliser ces hypothèses? Comment s'assurer qu'il y aura assez de grues sur le chantier, que les grutiers ne feront pas trop d'heures supplémentaires? C'est le rôle de la charge de grue.